Anne-Marie Ninax, 9 juin 2017. Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir, sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, pages 394 à 398. Récits de vie, témoignages et enseignements. La réconciliation est impossible sans la vérité. Dans le but d'établir la vérité et de brosser une histoire complète des pensionnats dans ce pays, il était fondamental pour la Commission de recueillir les récits des survivants et de leurs familles. Il était tout aussi important d'écouter les gens qui ont travaillé dans les pensionnats, les enseignants, les administrateurs, les cuisiniers, les concierges, ainsi que leurs familles. L'histoire nationale du Canada se doit d'incorporer cette vérité complexe, de telle sorte que dans 50 ans, dans un siècle, les enfants de nos enfants et leurs propres descendants sauront ce qui s'est réellement passé. Ils hériteront de la responsabilité d'éviter la répétition de ces tristes événements. Malgré la diversité des expériences individuelles qu'ont vécues les enfants dans les pensionnats, ils ont en commun le tort subi. Ils ont été les victimes d'un système destiné à détruire le lien intergénérationnel de la mémoire au sein de leur famille, de leur collectivité et de leur nation. Le processus d'assimilation a bafoué le droit légitime des parents, des grands-parents et des aînés à être les porteurs de la mémoire collective qui opère le transfert de la culture, de la langue et de l'identité d'une génération à l'autre. En déposant leur témoignage à la Commission de vérité et réconciliation, les survivants ont retrouvé leur place légitime dans la chaîne intergénérationnelle de la mémoire collective. Ils se sont remémorés les événements pour permettre à leurs familles de comprendre ce qui s'est passé, pour que leur culture, leurs histoires, leurs lois et leurs nations puissent de nouveau prospérer dans l'intérêt des générations à venir et pour que le Canada connaisse la vérité et ne l'oublie jamais. L'histoire des pensionnats est complexe. Les récits de maltraitance des uns se posent en net contraste avec les souvenirs heureux de certains autres survivants. Les déclarations d'anciens membres du personnel sont également variables. Elles sont tantôt marquées par le remords, tantôt défensives. Certains sont fiers de leurs élèves et de leurs efforts pour les soutenir, alors que d'autres se montrent critiques à l'égard de leurs propres écoles et de leur pouvoir public pour leur manque d'attention, d'intérêt et de ressources. Les dépositions des autorités civiles et religieuses comportent la reconnaissance des faits, des excuses et des promesses de ne pas laisser l'histoire se répéter. Certains citoyens non autochtones sont outrés par les tristes événements qui ont eu lieu dans les pensionnats et ils expriment leur culpabilité et leur honte de ne pas l'avoir su. D'autres se réfugient dans le déni ou minimisent l'effet destructeur des pensionnats. Ces récits contradictoires, qui tiennent à la diversité des expériences, des lieux, des périodes et des perspectives, alimentent tous le narratif historique national. L'élaboration de cette histoire par le dialogue public peut renforcer la responsabilité des citoyens et rendre ainsi justice aux victimes, non seulement au sens strictement légal, mais aussi par la restauration de la dignité humaine, la création d'un respect mutuel et par le soutien de la guérison. En ayant recours à la cérémonie et au témoignage pour se rappeler, apprendre et commémorer, les citoyens apprennent à mettre en pratique au quotidien les principes de la responsabilité, de la justice et de la réconciliation. Ils deviennent des agents actifs du processus de vérité et de réconciliation. Les participants aux événements de la Commission ont pu apprendre des survivants grâce à une interaction directe avec eux. Les survivants, dont les souvenirs sont toujours vivants, ont démontré de la façon la plus puissante et convaincante qui soit que le cercle de partage permet d'acquérir une connaissance et une compréhension bien plus poussée de la réalité des pensionnats que ne le permettent les livres ou les journaux et le reportage à la télévision, loin des intervenants. Pour les peuples autochtones, les récits et les enseignements sont enracinés dans les relations. Par la narration, on acquiert, on valide et on partage la connaissance et la compréhension des événements passés. Dans un ouvrage sur son travail auprès des survivants de sa propre communauté, la travailleuse sociale Kusiyamat, Robina Ann Thomas, a écrit « Je n'ai jamais rêvé d'un moyen plus puissant d'apprendre à écouter. Malgré toutes les difficultés, les récits des survivants m'ont permis d'honorer les ancêtres et les conteurs, tout en partageant des vérités tragiques, traumatisantes, incroyables par leur caractère inhumain sur les expériences que notre peuple a vécues. C'est ce degré d'intégrité qui s'est révélé essentiel à la narration. En adoptant un ton personnel pour enseigner quelque chose, on se donne le pouvoir de toucher les gens de façon différente, plus profonde.
Lors d'une audience communautaire tenue à Saint-Paul, en Alberta, en janvier 2011, Charles Cardinal a expliqué que s'il n'avait aucun désir de se remémorer son expérience au pensionnat, il a tout de même décidé de se présenter, car il faut faire entendre nos voix aux autres, disait-il. Quand on lui a demandé, compte tenu de l'histoire des pensionnats, ce que pouvait faire le Canada pour s'améliorer, il a répondu que nous devions prêter l'oreille aux gens. Quand la même question a été posée à Laurie MacDonald à Beauséjour au Manitoba, elle a affirmé que le Canada devait commencer par faire exactement ce qui se produit maintenant. Les gouvernements doivent comprendre, disait-elle, qu'ils ne devront plus jamais, jamais, jamais faire ce genre de choses. À Ottawa, la survivante Victoria Grant-Boucher a déclaré: Je raconte mon histoire pour éduquer le grand public canadien, pour qu'ils comprennent le vol d'identité. Vous savez l'incidence qu'il a sur les gens, sur l'individu, sur la famille, sur la communauté. Je crois que le Canadien non autochtone doit comprendre qu'une personne des Premières Nations a une culture. Et je pense aussi que nous, les Autochtones, on aurait tellement de choses à partager si vous nous donniez juste la chance de récupérer nos connaissances. Et je prends très au sérieux ce que disent les aînés, que nous devons nous guérir nous-mêmes, nous devons nous guérir les uns les autres. Et pour guérir lui-même, le Canada doit nous permettre de guérir d'abord pour que nous puissions contribuer ensuite. C'est ce que veut dire la réconciliation pour moi. Les survivants ont dit à la commission que l'une des raisons importantes qui les ont menés à briser le silence était le désir d'éduquer leurs propres enfants et petits-enfants en partageant publiquement l'histoire de leur vie. Ce partage a eu un effet marqué sur leurs descendants. Lors de l'événement national tenu au Manitoba, Desiree Échappy a affirmé: Je suis restée assise ici toute la semaine pour avoir l'honneur d'écouter les récits des survivants, et je sens que je veux souligner l'importance de toutes les personnes présentes ici. Vous savez, tous les aînés, tous les survivants, tous les descendants de survivants. Nous sommes tous assis ici dans la solidarité. Nous suivons chacun un parcours qui nous est propre, et pourtant nous sommes assis ensemble ici, avec autant de force dans cette salle. C'est vraiment phénoménal. Je voulais juste le souligner et remercier tout le monde ici. Me voir offrir cette expérience, cette occasion, vous savez, de m'asseoir ici et d'écouter les autres et d'écouter leurs histoires et leurs expériences. Vous savez, ça m'a donné une humilité indescriptible. Je peux maintenant ramener tout ça avec moi à la maison parce que mon père est un survivant des pensionnats. J'ai vécu les traumatismes, mais je les ai vécus à l'extérieur de leur contexte. Les récits des survivants sont des enseignements qui puisent leurs sources dans des expériences personnelles. Les relations humaines que les survivants ont vécues durant leur enfance portent les cicatrices de blessures morales qui leur ont été infligées dans les pensionnats. Leurs histoires nous apprennent ce que veut dire perdre sa famille, perdre sa culture, perdre sa communauté, son estime de soi et sa dignité humaine. Elles nous enseignent également le courage, la ténacité et la résistance à la violence et à l'oppression. Pour avoir apporté une réponse éthique au récit des survivants, l'auditeur doit reconnaître la dignité du conteur et affirmer la réalité des injustices. Les témoins non autochtones doivent être disposés à prendre le risque d'interagir différemment avec les autochtones, avec humilité, avec vulnérabilité et avec la volonté de poursuivre la lutte de la décolonisation malgré l'inconfort qu'elle nous apporte, et en acceptant les récits de la vie dans les pensionnats comme des enseignements précieux relativement à ces moments dérangeants, aptes à changer nos convictions, nos attitudes et nos actions. Un certain nombre d'anciens membres du personnel des pensionnats se sont présentés à la commission pour parler non seulement de leur perspective sur leurs expériences vécues dans cet établissement, mais aussi de leur lutte intérieure pour faire la paix avec leur passé. Ancienne enseignante, Florence Kiefer s'est exprimée en ces termes lors de l'événement national du Manitoba. Au nom de mes ancêtres anglais, je m'excuse aujourd'hui pour ce que mon peuple a fait au vôtre. J'ai enseigné dans 2 pensionnats. En 1954, j'ai séjourné 3 à 4 ans au pensionnat indien de l'Église unie de Norway House, puis j'ai travaillé à celui d'Alberni, en Colombie-Britannique. J'ai travaillé très fort pour être la meilleure institutrice possible, et j'ignorais tout de la violence et de la cruauté qui avait cours dans les dortoirs et les salles de jeu. Je l'ai appris de l'un de mes anciens élèves qui avait 5 ans à son arrivée à la Norway House. Il s'appelle Edward Gamblin, et nous avons parcouru ensemble le chemin de la vérité et de la réconciliation.
Dans une entrevue médiatique menée par la suite, Mme Keffer a affirmé qu'elle a communiqué avec M. Gamblin après avoir entendu sa chanson il y a quelques années, décrivant les abus culturels, physiques et sexuels qu'il a subis au pensionnat de Norway House. Elle a dit: Je me suis mise à pleurer. J'ai dit à ma sœur que je ne verrais plus jamais l'enseignement dans le pensionnat de la même façon. Et elle a appelé Gamblin après avoir entendu la chanson. Il lui a avoué qu'il devait cacher les abus qu'il subissait aux professeurs qui étaient gentils par peur de les perdre s'ils découvraient ce qui se passait et qu'ils quittaient le pensionnat. Il a invité Keffer à un cercle de guérison en 2006 et ils sont devenus des amis très proches. Keffer a déclaré que Gamblin lui a montré à ne pas être gêné de son passé, d'avoir enseigné dans un pensionnat où des mauvais traitements étaient infligés. Elle dit: J'avais 19 ans et à cet âge, tu ne questionnes pas ton Église et ton gouvernement. Mais je le fais certainement aujourd'hui. Gamblin affirme que Keffer lui a montré comment pardonner. Parmi les professeurs, il y en avait des bons qui ne méritent pas d'être blâmés, a-t-il souligné. Quelques membres de la famille de l'ancien personnel de l'établissement se sont également manifestés. À l'occasion de l'événement national du Manitoba, Jack Lee a déclaré à la commission: Mes parents faisaient partie du personnel du pensionnat indien de Norway House. Je suis née sur une réserve en Ontario et je suis déménagée avec ma famille à Norway House lorsque j'avais environ 1 ou 2 ans. J'ai commencé l'école dans un système de pensionnat indien, dans le système des pensionnats indiens, au début comme élève de jour en tant que garçon blanc. Mon père était très torturé par rapport à son rôle, mais je veux que tout le monde sache que mon père a fait de son mieux, comme de nombreux autres membres du personnel. Mais il disposait de si peu de ressources. Plusieurs d'entre eux se sentaient tellement mal de jouer un rôle là-dedans, mais ils choisissaient de rester dans le régime des pensionnats indiens car c'était mieux que rien. Cela valait toujours mieux que d'abandonner le régime et les élèves qui y résidaient. À l'occasion de l'événement national de l'Atlantique, Mark DeWolf nous a parlé de son père, le révérend James Edward DeWolf, qui était directeur de 2 pensionnats, le premier à Saint Paul's en Alberta et le deuxième à Latuc, au Québec. Il a déclaré ce qui suit. J'hésite à vous parler ce matin. Je ne suis pas ici pour défendre mon père, mais bien pour parler du genre de personne qu'il était. Je crois qu'il était un directeur exemplaire d'un pensionnat indien. Une partie de ce que je vais vous dire concerne ce que je voyais autour de moi, ce que mes parents ont tenté de faire, peu importe si cela a été efficace, qu'ils aient été bien intentionnés, que cela a été bénéfique ou non. Vous en saurez au moins un peu plus après aujourd'hui et vous pourrez juger par vous-même. J'espère que votre jugement sera empreint de gentillesse, de compréhension et d'une profonde empathie. Mon père portait tellement de chapeaux. Il entraînait les équipes, il donnait le coup de sifflet ou le coup d'envoi lors d'événements sportifs. À minuit, les jours d'hiver les plus froids, il était sur la patinoire qu'il avait construite derrière le pensionnat pour l'arroser afin que les enfants puissent patiner le lendemain. Il a consacré sa vie pour son Église, son Dieu et ceux qui, selon lui, avaient été marginalisés, opprimés. C'est dommage que les pensionnats ne comptaient pas plus de personnes comme lui. Par contre, au moment de partir aujourd'hui, rappelons-nous que dans un régime comme celui des pensionnats, il y a des personnes à l'intérieur de ces établissements qui étaient des êtres bons, honnêtes, aimants et compatissants, et d'autres qui étaient aveugles, intolérants ou abusifs. Mon père a travaillé au sein de ces régimes pour essayer de l'améliorer.